Elle m'a envoyé un SMS, coincé chez maman pour le dîner. Je t'aime. Mais j'étais assis à 3 tables d'elle, dans le même restaurant, à la regarder embrasser quelqu'un d'autre. Je n'ai pas fait d'esclandre. J'ai simplement répondu « Bon dîner avec ta mère ». Et j'ai joint une photo de sa table. Le bruit de son téléphone tombant sur la table a été audible. J'ai 34 ans. Je suis avec ma femme, disons Clara, depuis 9 ans, et mariée depuis 6 ans. Nous n'avons pas d'enfants. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas prête, et j'ai respecté cela. Avec le recul, je suppose qu'elle gardait ses options ouvertes. Jeudi dernier a commencé normalement. Je suis commercial pour une entreprise de matériel médical, et l'un de mes plus gros clients voulait m'inviter à dîner pour fêter la conclusion d'un gros contrat. Il a choisi ce restaurant italien haut de gamme, le genre avec des serviettes en tissu et des prix qui font transpirer le portefeuille. J'ai envoyé un SMS à Clara vers 16 h pour lui dire que je serais en retard. Sa réponse, timing parfait. Maman a appelé. Elle se sent seule. Je vais dîner avec elle ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je n'y ai rien vu de suspect. Sa mère habite à environ 40 minutes de Lyon, où nous vivons, et ma femme lui rend visite peut-être 2 fois par mois. Cela semblait normal. Je suis arrivé au restaurant vers 19h15. Mon client était en retard, alors l'hôtesse m'a installé dans une banquette en coin pour patienter. Je faisais défiler mes emails quand j'ai entendu un rire familier. Clara a ce rire distinctif, un peu aigu qui se termine par un petit reniflement quand quelque chose l'amuse vraiment. Je l'ai entendu 1000 fois. L'entendre dans ce restaurant m'a fait lever la tête automatiquement. À 3 tables de là. Elle était là, pas avec sa mère. Elle était avec un type que je n'avais jamais vu auparavant. Peut-être la trentaine, le genre accro à la salle de sport, portant un blazer qui en faisait trop. Il partageait une bouteille de vin. Et pendant que je regardais, elle a tendu la main à travers la table et a touché son visage. Puis elle s'est penchée et l'a embrassé. Pas un bisou amical, un vrai baiser. Mon cerveau a court-circuité pendant environ 10 secondes. Je suis resté là, figé, à regarder ma femme embrasser un inconnu en public alors que j'étais censé être trop stupide pour le savoir. Le serveur est passé pour me demander si je voulais de l'eau. J'ai dû hocher la tête car soudain, il y avait un verre devant moi. Mes mains tremblaient. J'avais envie de vomir, mais je n'ai pas fait de sel. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le choc. Peut-être un instinct de survie qui s'est déclenché. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai soigneusement orienté et j'ai pris une photo. Une prise de vue claire de deux, sa main sur sa joue, en plein baiser, avec l'horodatage et tout. Ensuite, j'ai ouvert notre conversation par SMS et j'ai tapé « Bon dîner avec ta mère ». J'ai joint la photo et appuyé sur envoyer. Dès que son téléphone a vibré, je l'ai vu se détacher de lui et vérifier l'écran. Décontracté au début, s'attendant probablement à quelque chose de banal. Son téléphone a heurté la table. Le bruit était audible d'où j'étais assis. Elle est devenue blanche, vraiment livide, et sa tête s'est relevée brusquement, scannant frénétiquement le restaurant. Nos yeux se sont croisés. Je n'avais jamais vu cette expression sur le visage de qui que ce soit auparavant. Une panique pure et non diluée mélangée à autre chose. De la culpabilité, peut-être, mais surtout le regard de quelqu'un qui s'est fait prendre et n'a aucune stratégie de sortie. Je me suis levé, j'ai laissé un billet de 20 € sur la table pour l'eau que je n'avais jamais bu, et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné, je ne lui ai pas dit un mot, je suis juste parti. Mon client m'a appelé alors que j'étais dans ma voiture pour me demander où j'étais. Je lui ai dit qu'un imprévu était survenu. Urgence familiale. Je reprogrammerai. Il a été compréhensif. J'ai conduit pendant 2 heures. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Je ne pouvais pas réfléchir. Mon téléphone explosait. Appels, SMS, messages vocaux, tous d'elle. Je n'ai répondu à aucun. Vers 22 h, je me suis garé sur le parking d'un hôtel et j'ai pris une chambre. J'ai éteint mon téléphone. J'ai dormi peut-être 2 heures au total. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone, 38 appels manqués et environ 50 SMS. Les meilleurs morceaux, ce n'est pas ce que tu crois, s'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler, tu surréagis, c'est juste un ami du travail, je peux tout expliquer, où es-tu? Je suis morte d'inquiétude, c'est de ta faute car tu n'es jamais à la maison.
Ce dernier message, celui-là a fait un déclic dans mon cerveau. Le passage de la panique au blâme a pris moins de 12 heures. Ma faute, bien sûr. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai appelé mon pote de fac qui est avocat spécialisé en divorce dans une autre région. Je lui ai demandé de me recommander quelqu'un sur place. À 9 h le vendredi matin, j'avais une consultation prévue pour lundi. Je suis rentré à la maison vendredi après-midi pendant qu'elle était au travail. J'ai fait un sac avec l'essentiel, j'ai pris mes documents importants dans le coffre-fort, passeport, acte de naissance, l'acte de propriété de la maison qui est à mon nom depuis avant notre mariage, et je suis reparti. Je suis allé chez mon frère, Thomas. Elle devait avoir une sorte de localisation activée parce qu'elle a débarqué chez mon frère vers 20 h. Mise à jour une semaine plus tard. Tout d'abord, merci pour tout le soutien. Cette semaine a été dure, mais je gère. Donc, Clara s'est pointée chez mon frère ce vendredi soir, martelant la porte, jouant la comédie des pleurs. Mon frère a ouvert parce que j'étais sous la douche. Où est-il? Je dois parler à mon mari. Mon frère, qui a 2 ans de plus que moi et exactement 0 patience pour les drames, l'a juste regardé. Il ne veut pas te parler. Tu ne peux pas l'empêcher de me voir. C'est ridicule. C'était juste un dîner. Un dîner où tu embrassais un autre type tout en mentant sur le fait d'être chez ta mère? Ouais, j'ai vu la photo. On a tous vu la photo. Elle a essayé de le pousser pour entrer. Mon frère est un gars costaud, ancien rugbyman, et il est resté planté là comme un mur. Tu dois partir. C'est entre mon mari et moi, et il ne veut pas te voir. Pas avant que j'appelle la police. Elle est partie, mais pas avant de crier que mon frère m'empoisonnait l'esprit contre elle et qu'il ne l'avait jamais aimée de toute façon, ce qui est juste, il ne l'aimait pas. Il m'a dit il y a 3 ans qu'il la trouvait fausse. Je n'ai pas écouté. J'aurais dû. Le week-end a été un flou d'appels et de SMS bloqués venant de son numéro, de celui de sa mère, de celui de sa sœur. Je les ai tous bloqués. Lundi matin, je suis entré dans le bureau de mon avocate avec cette photo, ma chronologie des événements et les idées claires. Mon avocate, une femme vive d'esprit qui fait ça depuis 20 ans, a regardé la photo et a simplement hoché la tête. Classique. Ils pensent toujours être plus malins qu'ils ne le sont. C'est là que les choses se compliquent. La maison est à mon nom, achetée avant le mariage avec l'argent de l'héritage de mon grand-père. Mon avocate dit que c'est clairement un bien propre, mais nous avons rénové la cuisine il y a 2 ans en utilisant des fonds de notre conjoint, ce qui pourrait lui donner droit à une réclamation sur la plus-value, peut-être 20 à 30 000 euros de maux de tête. Mon épargne salariale accumulée pendant le mariage sera partagée. Il y a environ 165 000 euros dedans en ce moment. Donc, je risque de perdre environ 80 000 euros minimum juste là-dessus. Ça fait mal, mais c'est la loi. Son compte retraite à elle? Environ 40 000 euros. Je récupère la moitié de ce qui a été accumulé pendant le mariage, donc environ 20 000 euros me reviennent. Toujours une perte nette, mais peu importe. Pas d'enfant signifie pas de bataille pour la garde. C'est déjà ça. J'ai demandé le divorce mardi. Elle a reçu la signification par l'huissier mercredi à son bureau. Selon mon avocate, elle a fait une scène, a apparemment commencé à pleurer et a dû être escortée vers une salle de réunion par les RH. Une partie de moi s'est senti mal à ce sujet. L'autre partie s'est souvenue de son SMS disant que c'était de ma faute. Mercredi soir, elle s'est présentée à la maison. Notre maison? Eh bien, ma maison maintenant, je suppose. J'y étais retourné mardi après le dépôt de la demande. Je me suis dit que je pouvais aussi bien dormir dans mon propre lit. J'ai changé les serrures à la première heure. Sa clé n'a pas fonctionné. La confusion sur son visage à travers la caméra de la sonnette était quelque chose. Elle a commencé à taper à la porte. Laisse-moi entrer. C'est ma maison aussi. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. Ce n'est pas le cas. L'acte est à mon nom. Mon avocate m'a conseillé de sécuriser ma propriété. Ta propriété? J'ai vécu ici pendant 6 ans. Tu ne peux pas simplement m'enfermer dehors. En fait, je peux. Tu as déménagé vendredi quand tu as choisi de rester chez ta mère plutôt qu'ici. Tu te souviens, cette même mère avec qui tu dînais définitivement jeudi dernier? Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste.
Ce n'est pas juste non plus de mentir à ton mari pendant que tu roules une pelle à un autre type au restaurant. Mais nous y voilà. Je veux mes affaires. Prends rendez-vous avec mon avocate. Elle organisera une récupération supervisée. Supervisée? Tu te moques de moi? Tu as essayé de forcer l'entrée chez mon frère. Je ne te laisse pas entrer ici sans surveillance. Elle est restée là une seconde et j'ai pu voir le calcul se faire. Les larmes avaient séché très vite une fois qu'elle a réalisé qu'elle ne fonctionnait pas. Tu fais une énorme erreur. Je vais te prendre tout ce que tu as. Tu peux essayer. J'ai fermé la porte. Elle est restée dehors encore 15 minutes avant de partir. Jeudi, j'ai reçu un appel de sa mère. Sa mère ne m'a jamais aimé. Dès le premier jour, elle pensait que sa fille méritait mieux. Trop bien pour un commercial. Apparemment, elle aurait dû épouser un médecin ou un avocat. Le refrain habituel. Vous devez arrêter ces bêtises tout de suite, a-t-elle commencé. Non. Bonjour. Rien. Excusez-moi. Ces bêtises de divorce. Ma fille a fait une erreur. Vous devez lui pardonner et passer à autre chose. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Votre fille a une liaison. Elle m'a dit que c'était juste un dîner, un moment de faiblesse parce que vous n'êtes jamais à la maison. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas parce que les gens n'embrassent pas leurs collègues avec la langue dans des restaurants chics, ce n'est pas une excuse pour mentir et tromper. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Vous ne supportez pas qu'une femme ait sa propre vie. Sa propre vie peut inclure ne pas être marié avec moi, d'où le divorce. Vous allez regretter ça. C'est la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Elle embrassait un autre homme à 3 tables de moi tout en me disant qu'elle était avec vous. Si c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, j'ai besoin de mieux. Elle m'a raccroché au nez. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce collègue avec qui elle était, mon avocate a suggéré que je pourrais vouloir savoir qui il est au cas où ce serait pertinent pour la procédure. J'ai donc creusé un peu. Ce n'était pas difficile. Elle avait déjà posté des photos avec lui sur Instagram, mais toujours en groupe. Elle l'avait tagué sur quelques-unes. Il s'avère qu'il est marié aussi. J'ai découvert ça grâce à un peu de stalking créatif sur LinkedIn et une vérification rapide des registres publics. Marié depuis 4 ans, 2 jeunes enfants. Sa femme n'en avait aucune idée, ou du moins jusqu'à ce que je lui envoie un email anonyme avec la photo du restaurant en pièces jointes et une simple note, j'ai pensé que vous devriez savoir. Vérifiez ces jeudis soirs. Mesquin peut-être, mais si je devais brûler, ce type allait brûler avec moi. Il savait qu'elle était mariée. Il s'en fichait. Maintenant, sa femme sait aussi. Mise à jour 3 semaines plus tard. Les choses sont devenues compliquées. Je ne vais pas mentir, j'ai sous-estimé jusqu'où elle irait. D'abord, la situation de l'amant, appelons-le Nicolas. Sa femme a reçu mon email. Elle ne l'a pas bien pris. D'après ce que j'ai pu reconstituer à travers l'explosion absolue de drame qui a suivi, elle l'a confronté. Il a tout nié. Elle a trouvé plus de preuves sur son téléphone. Il s'avère que ma femme n'était pas sa première incartade et elle a demandé le divorce dans la semaine. Nicolas blâme maintenant ma femme d'avoir ruiné son mariage. Clara est furieuse parce qu'il était censé quitter sa femme pour elle. Attendez, quoi? Oui. Il s'avère que ce n'était pas juste une aventure d'un soir. Ils se voyaient depuis près de 8 mois. 8 mois de mensonges. 8 mois à travailler tard, à dîner avec maman et à faire des soirées entre filles qui étaient en fait des chambres d'hôtel avec ce type. Mon avocate a fait demander les relevés téléphoniques. Les SMS entre eux étaient éclairants, pas seulement sur l'adultère. Sur les finances. Elle prévoyait de me prendre tout ce qu'elle pouvait dans le divorce et ensuite ils seraient ensemble une fois qu'elle aurait eu sa juste part. Mon SMS préféré d'elle à lui, il est tellement naïf. Le temps que j'en finisse, j'aurai la maison, la moitié de sa retraite et une prestation compensatoire pour des années. Ensuite, on pourra enfin être ensemble pour de vrai. La tête de mon avocate quand elle m'a montré ça. Eh bien, ça rend les choses plus faciles. Voyez-vous, l'adultère n'affecte pas automatiquement le partage des biens, mais la preuve d'un complot financier, d'une tentative intentionnelle de frauder un conjoint. Ça attire l'attention des juges. Mon avocate a déposé une requête avec ses SMS en pièces jointes. Mais Clara n'avait pas fini de jouer sale. Deuxième semaine,
j'ai reçu un appel de mon service RH. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme alléguant que j'avais été agressif et menaçant envers une collègue. Complètement inventé. Je travaille à distance 3 jours par semaine et j'interagis à peine avec qui que ce soit en personne. Les RH ont mené une enquête, n'ont rien trouvé, l'ont rejeté, mais c'était stressant, et je sais exactement qui était derrière. Semaine 2, jour 5, la police a sonné à ma porte. Clara avait déposé une plainte affirmant que je la harcelais et la traquais. Quand l'officier a entendu ma version, que c'était elle qui se présentait à ma porte, à celle de mon frère, sur le parking de mon travail, il a semblé sceptique quant à ses affirmations. Je lui ai montré les images de la sonnette vidéo où elle martelait ma porte pendant 15 minutes. Il a pris des notes, a dit qu'il ferait un suivi avec elle, et est parti. Pas de charge, rien du tout. Mais mon cœur battait la chamade pendant des heures après. 3e semaine, elle a engagé un nouvel avocat. Le premier n'était apparemment pas assez agressif. Le nouveau a immédiatement demandé une pension alimentaire temporaire, devoir de secours, affirmant qu'elle était financièrement dépendante de moi et ne pouvait pas survivre sans aide. Soyons clairs, ma femme gagne 75 000 € par an en tant que coordinatrice marketing. Elle a sa propre voiture payée. Elle a 40 000 € de côté pour sa retraite. Elle vit actuellement chez sa mère sans payer de loyer. Elle n'est financièrement dépendante de personne. Mon avocate a répondu avec ses fiches de paie, ses relevés de compte et un rappel qu'elle a choisi de quitter le domicile conjugal. Le juge a refusé l'aide temporaire, mais a programmé une audience pour les arrangements permanents. Puis est venue l'attaque familiale. Pas physique, émotionnelle. Sa mère a commencé à appeler tout le monde dans ma famille. Ma mère, mon frère, même ma tante qu'elle avait rencontrée peut-être 2 fois. La même histoire pour tout le monde. Je surréagissais. J'étais vindicatif. Je l'avais poussé à ça en étant un bourreau de travail qui négligeait sa femme. Ma mère, bénie soit-elle, a dit à sa belle-mère exactement où elle pouvait se mettre cette histoire. Elle a apparemment utilisé un langage que je ne la savais pas capable d'utiliser. Sa sœur a contacté mon frère pour essayer d'obtenir des informations sur ce que je prévoyais. Mon frère lui a dit d'oublier son numéro. Son père, avec qui je m'étais toujours bien entendu, m'a appelé directement. Première conversation raisonnable que j'ai eue avec quelqu'un de son côté. Fiston, je n'appelle pas pour t'engueuler. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Alors je lui ai tout dit. Le restaurant, la photo, les SMS. Mon avocate a trouvé le complot pour me dépouiller. Long silence. Je ne savais rien de tout ça. Elle nous a dit que tu avais été émotionnellement distant et qu'elle avait eu un dîner avec un collègue que tu as monté en épingle. Est-ce que cela ressemble à quelque chose qui vaut la peine de demander le divorce? Non. Non, en effet. Gros soupir. Je vais parler à sa mère. Je ne peux pas promettre que ça aidera, mais je suis désolé. Je l'ai mieux élevé que ça. Ou je pensais l'avoir fait. Cette conversation m'a touché différemment. Je me suis presque senti mal pour lui. Sa fille s'est avérée être quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas non plus. Mais se sentir mal ne paie pas les frais juridiques, et les siens s'accumulaient apparemment parce que, semaine 3, jour 6, elle m'a envoyé un SMS directement. Premier contact en près de 3 semaines. Peut-on juste parler sans avocat? On gaspille tellement d'argent à se battre. Je n'ai pas répondu. Je l'ai montré à mon avocate. Elle m'a conseillé de continuer le silence radio. Puis est venu le message vocal le même soir. Elle avait clairement bu. Tu penses être si malin. Tu penses avoir gagné, mais tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas ce que je sais. Tu vas regretter ça. J'ai des trucs. Des preuves de choses que tu as faites. Alors tu ferais mieux de bien réfléchir à la façon dont tu veux que ça se passe. Mon avocate a écouté ça aussi. Quelle chose avez-vous faite? Rien. Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. Alors c'est une menace en l'air. Les gens désespérés disent des choses désespérées. Mais ça m'a fait réfléchir. Que pourrait-elle bien avoir? J'ai passé en revue nos années ensemble dans ma tête. Rien d'illégal. Rien de même discutable. Je paie mes impôts. Je ne triche pas aux cartes. Je n'ai même jamais eu de contravention pour excès de vitesse. Puis j'ai réalisé qu'elle n'avait rien. Elle bluffait. Elle essayait de me faire peur pour que je cède.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de jouer la défense. Mise à jour 3, finale. 6 semaines plus tard. Le divorce est prononcé. Cela a pris environ 5 mois au total du dépôt à l'ordonnance, ce qui, selon mon avocate, était en fait assez rapide pour un divorce contesté. Voici comment tout s'est passé. Ces preuves, avec lesquelles elle me menaçait, se sont avérées être des captures d'écran de disputes par SMS que nous avions eues au fil des ans. Des trucs comme moi disant « Je suis épuisé et je ne veux pas parler de ça maintenant » ou « Peut-on en discuter plus tard ?» Je suis en réunion. Son avocat a essayé de présenter cela comme de la violence psychologique et du refus de communiquer. Le juge les a regardé son avocat et a essentiellement dit « Ce sont des désaccords conjugaux normaux. Rien ici ne constitue de la violence. » Son avocat a ensuite pivoté pour prétendre que j'avais caché des actifs. Il a exigé une enquête financière complète. Ça m'allait. Je n'avais rien à cacher. Mes finances sont ennuyeuses. Salaire, plan d'épargne, compte courant. C'est tout. 3 semaines d'analyse comptable plus tard, ils ont trouvé exactement ce que je leur avais dit qu'ils trouveraient. Rien. Pendant ce temps, ces SMS entre elle et son amant, eux, sont restés au dossier. Le juge les a lus, tous, y compris celui où elle me traitait de « ticket repas » et disait qu'elle avait mérité chaque centime de ce qu'elle allait me prendre. Le visage du juge pendant cette lecture. J'aurais aimé avoir une photo. Voici le bilan final, la maison, entièrement à moi. Le juge a convenu qu'il s'agissait d'un bien propre acheté avant le mariage avec des fonds hérités. Son avocat a argumenté sur la rénovation de la cuisine, a essayé de prétendre qu'elle avait droit à la moitié de la plus-value de la maison. Le juge lui a accordé 12 000 € au titre de la récompense pour sa contribution à la rénovation. C'est tout. Elle voulait 150 000 €. Elle a eu 12 000. Compte de retraite, partagé en deux pour les portions accumulées pendant le mariage. J'ai perdu environ 78 000 € de mon épargne. J'ai récupéré environ 19 000 € de la sienne. Perte nette d'environ 59 000 €. Ça fait mal, mais c'est la loi. Je l'ai accepté. Prestation compensatoire, c'était la grande bataille. Son avocat voulait 3 500 € par mois pendant 5 ans. Soit 210 000 € au total. Mon avocate a contré avec des preuves de son salaire, de ses économies, de sa situation de vie sans loyer et, surtout, de ses SMS concernant son plan de m'exploiter financièrement. Le juge lui a accordé une prestation compensatoire sous forme de capital échelonné, 1 100 € par mois pendant 18 mois, soit environ 20 000 € au total. Moins de 10% de ce qu'elle voulait. Elle a réellement eu le souffle coupé quand le chiffre a été prononcé. Son amant, le karma, s'est occupé de lui. Sa femme l'a lessivé parce qu'il gagnait plus et qu'elle avait la garde principale de leurs enfants. Il s'est fait détruire, a perdu la maison, paie une pension alimentaire importante pour les enfants plus une prestation compensatoire, et a dû retourner vivre chez ses parents à 36 ans. Clara était apparemment dévastée qu'il n'ait plus les moyens d'être avec elle. Ils ont rompu 2 semaines avant que mon divorce ne soit finalisé. Elle a essayé d'utiliser ça comme preuve qu'elle avait appris sa leçon et méritait un meilleur règlement. Le juge n'a pas été impressionné. L'audience finale était quelque chose. Elle s'est présentée avec une mine affreuse, n'avait clairement pas dormi, avait perdu du poids, la totale. Une partie de moi a ressenti un pincement au cœur. Pas exactement de la sympathie, plutôt la reconnaissance que c'était quelqu'un avec qui j'avais passé 9 ans, et maintenant c'était une étrangère. Elle a tenté un dernier appel directement auprès de moi alors que nous quittions le tribunal. Son avocat s'était éloigné. La mienne était au téléphone, et elle m'a coincé près des ascenseurs. Est-ce que ça valait le coup? Détruire tout ce qu'on a construit? Je l'ai regardé, vraiment regardé, essayant de voir la femme que j'avais épousée quelque part là-dedans. Tu l'as détruit. J'ai juste documenté les décombres. J'ai fait une seule erreur. Tu avais prévu de me prendre tout ce que j'avais tout en couchant avec un homme marié pendant 8 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est une campagne militaire. Il m'a manipulé. J'étais vulnérable parce que tu n'étais jamais là. J'étais à 3 tables de toi. Tu n'as juste pas pris la peine de regarder. L'ascenseur a fait un bruit de cloche. Je suis monté. Pas elle. C'était il y a 2 semaines. Je suis toujours dans la maison. Elle semble plus grande maintenant. Plus calme. Je suis en train de repeindre la chambre.
Je ne pouvais plus dormir là-dedans avec les anciennes couleurs. Besoin de repartir à zéro. Financièrement, j'ai perdu environ 90 000 € si l'on compte les frais d'avocat en plus de tout le reste. C'est un gros coup dur. Mais j'ai 34 ans. Je gagne bien ma vie. Je m'en remettrai. L'alternative était de rester marié à quelqu'un qui me voyait comme un compte en banque sur pattes. Sa situation est moins rose. D'après ce que j'ai entendu par la bande, la petite amie de mon frère connaît quelqu'un qui connaît sa sœur. Elle est toujours chez sa mère. L'appartement qu'elle visait lui est passé sous le nez. Apparemment, son dossier de location n'est pas aussi bon qu'elle le pensait sans mes revenus pour la soutenir. Son amant l'a bloqué partout après la finalisation de son divorce à lui. Elle le traite de lâche auprès de quiconque veut l'écouter. Sa famille est divisée sur la question. Son père ne lui a pas parlé depuis qu'il a découvert les SMS. Sa mère me blâme entièrement et a apparemment interdit à quiconque de prononcer mon nom dans sa maison. Sa sœur se situe quelque part au milieu, pense que Clara a fait des erreurs, mais aussi que j'aurais pu essayer davantage d'arranger les choses. Arranger les choses avec quelqu'un qui prévoyait de me dévaster financièrement tout en couchant avec un autre homme. Bien sûr. Faites confiance à votre instinct. Avec le recul, il y avait des signes. Les retours tardifs qui ont commencé progressivement. Le nouvel abonnement à la salle de sport où elle ne m'a jamais invité. Le téléphone qui était soudainement toujours face contre table. Les réactions défensives quand je posais des questions simples. J'ai tout justifié parce que je lui faisais confiance, parce que je l'aimais. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'elle ferait une chose pareille. Les gens sont capables de tout. La personne que vous avez épousée et la personne qu'elle devient ne sont pas toujours les mêmes. Et parfois, le masque ne tombe pas jusqu'à ce que vous soyez accidentellement assis à 3 tables d'elle, dans le mauvais restaurant, au bon moment. Documentez tout. Cette photo que j'ai prise n'était pas une vengeance. C'était une protection. Sans elle, elle aurait pu inventer n'importe quelle histoire. Avec elle, son récit s'est effondré instantanément. Prenez un bon avocat. Ça vaut chaque centime. La mienne a vu des angles auxquels je n'aurais jamais pensé et m'a empêché de prendre des décisions émotionnelles qui m'auraient coûté plus cher à long terme. N'entrez pas dans le jeu. Chaque fois que j'ignorais ses SMS, bloquais ses appels ou refusais de me disputer, son comportement devenait plus erratique. Elle avait l'habitude de pouvoir manipuler par l'émotion. Quand ça ne marchait pas, elle n'avait plus rien. Je ne vais pas prétendre que je suis guéri ou quoi que ce soit. Certaines nuits, je me réveille encore à 3 h du matin et je cherche quelqu'un qui n'est plus là. Certains jours, je vois quelque chose qui me rappelle un bon souvenir et puis je me souviens que tout était bâti sur un mensonge. Ça vous bousille. Mais j'avance. Quel choix ai-je? Elle m'a envoyé un SMS hier depuis un nouveau numéro. Je suppose qu'elle a compris que j'avais bloqué son ancien. J'espère que tu es heureux. Tu as ruiné ma vie. Je l'ai lu, j'y ai réfléchi une minute, puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Elle a ruiné sa propre vie. Je refuse juste de la laisser ruiner la mienne aussi. Cette photo du restaurant est toujours dans mon téléphone. Je devrais probablement l'effacer. Mais parfois, je la regarde et je me rappelle que c'est pour ça que je fais confiance à mon instinct maintenant. C'est pour ça que je n'ignore pas les drapeaux rouges. Voilà à quoi ressemble vraiment le « trop beau pour être vrai ». Le serveur de ce restaurant italien, celui qui m'a apporté de l'eau pendant que mon monde s'effondrait, n'a probablement aucune idée qu'il a été témoin du début de la fin de mon mariage. Juste un jeudi soir comme les autres pour lui. C'est drôle comme les plus grands moments de votre vie peuvent être complètement invisibles pour tout le monde autour de vous. Bref, c'est l'histoire. 9 ans, 6 ans de mariage, terminé par un SMS, une photo et le bruit d'un téléphone heurtant une table. Il est temps de découvrir ce qui vient après.